Mes chers élèves de 3e année, cycle international, matière des SVT, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer une autre fois de vous présenter une autre vidéo qui va vous présenter un autre modèle de l'examen régional. Ala barakati Allahumma allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Commençons toujours par la restitution des connaissances. L'exercice numéro 1 vous demande de répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. Le rachitisme est une maladie due à une carence en vitamine C. Donc deux éléments dont vous devriez faire attention. Rachitisme, vitamine C, est-ce qu'il y a une relation? Le pain est un aliment composé, donc savez-vous, ça veut dire quoi, aliment composé? Faire référence au point que vous avez fait analyser pendant le cours. La maladie de tuberculose affecte l'appareil digestif. Il y a une relation entre les deux. L'artère aorte transporte le sang riche en dioxygène et faites attention parce que la définition de l'artère et de la veine diffère des deux. Alors le rachitisme est une maladie due à une carence de vitamine C. Non, la vitamine C normalement, sa carence provoque le scorbut et le rachitisme manque de la vitamine D. Donc la proposition est fausse. Le pain est un aliment composé bien sûr, mais il n'a pas complet. Donc il est juste la maladie de tuberculose, donc il a un rapport avec l'appareil respiratoire, pas avec l'appareil digestif, donc la proposition est fausse. L'artère aorte transporte le sang riche en dioxygène, bien sûr, provient du ventricule gauche. Question suivante, on vous propose 3 éléments, le dioxyde de carbone, le dioxygène, les déchets et l'énergie pour compléter le texte suivant. Alors son transporte les nutriments et autre chose aux cellules des organes, ainsi la cellule oxyde les nutriments pour produire quoi et rejeter quoi et quoi. Donc bien sûr le sang transporte les nutriments et l'O2 aux cellules des organes, ainsi les cellules, qu'est-ce qu'ils font? Ils oxydent les nutriments pour produire quoi et produire de l'énergie. Rejeter quoi? La réaction que vous savez, le CO2 et les déchets. Question suivante, écrire devant chaque phrase dans le tableau ci-dessus le terme convenable. Vous avez le réactif, qui est le réactif utilisé pour mettre en évidence la présence ou l'absence de l'amidon. Structure fonctionnelle au niveau des poumons dans laquelle le sang transporte le O2. Donc quel est le réactif spécial pour mettre en évidence l'amidon? Bien sûr c'est l'eau iodée qui donne une coloration bleu violacée. Structure fonctionnelle au niveau des poumons dans laquelle le sang transporte O2, bien sûr ce sont les alvéoles pulmonaires qui se trouvent à l'extrémité des bronchioles. Alors l'exercice suivant vous demande de relier les éléments du groupe 1 avec ceux qui leur correspondent dans le groupe numéro 2. Donc l'amidon que vous avez ici, voilà, bien sûr c'est l'amylase, l'enzyme qui est responsable de transformer l'amidon en maltose. Les polypeptides, bien sûr, ont en relation avec les peptides, c'est l'enzyme. Ici, le maltose est là, en relation avec le maltose. Donc ici, ce sont des enzymes, ce sont des aliments. Et enfin, les lipides lipases. Alors, l'exercice suivant pour le raisonnement scientifique, communication écrite et graphique. Vous avez un adolescent à consommer pendant 24 heures un ensemble d'aliments composés qui lui fournit les aliments simples présentés ou représentés dans le tableau ci-dessus. Vous avez ici les protéines, la quantité d'aliments qu'elle a consommé contient 90 grammes de protéines, 30 grammes de lipides, 330 grammes de glucides, et voilà. On vous dit que l'énergie libérée, chaque gramme de protéines libère 17, lipides, 1 gramme de lipides produit 38 kJ ou bien 9 kilocalories, ici les glucides 17 ou bien 4 kilocalories. Alors, et on vous demande de donner ou bien de calculer l'énergie fournie par ces aliments. Donc c'est simple, c'est question de multiplication multiplie. Les protéines par 17, les lipides par 38 et les glucides par 17. Et on va ajouter le tout pour obtenir l'énergie totale produite. Donc l'énergie totale c'est 8180 kJ. Question suivante pour le même exercice. Déduire en gestion de réponse si cette alimentation répond aux besoins de cet adolescent, sachant que l'adolescent a besoin de 12 000. Donc bien sûr, vous avez... Donc cette ration alimentaire ne répond pas aux besoins énergétiques de cet adolescent. Pourquoi? Parce que normalement, ces besoins énergétiques sont très inférieurs à l'énergie fournie. Donc vous avez 8180, très inférieur, presque 4400 qui manquent, à 12 800 kJ.
Donc ici vous avez un exercice sous forme d'un graphe. On a suivi le devenir des glucides consommés le long du cycle digestif. Les résultats sont représentés par le graphique ci-dessous. Donc ici vous avez de la bouche 0, ça représente la bouche. Donc si on vous demande toujours, je l'ai dit, on donne un document, essayez de lire tout entier. Donc ici vous avez le pourcentage. Sur l'axe des ordonnées, les pourcentages de glucides. L'axe des abscisses, vous avez la distance de la bouche en centimètres, c'est-à-dire 0, c'est la bouche. Et voilà, ici, voilà la courbe qui représente là, le pourcentage de glucides en fonction du temps. Ici, vous avez la zone A représente, on est au niveau de l'œsophage. Ici, au niveau de l'estomac, entre ça et ça. Et ici, on est au niveau de l'intestin grêle. Alors, donnez un titre. Donc, c'est simple, on vous propose un graphe. C'est simple de donner le titre. On lit ce qui est écrit ici et on ajoute en fonction de et on lit ce qui est écrit sur l'axe des abscisses. Donc, ici, le pourcentage des glucides en fonction de la distance à partir de la bouche. Alors, vous devez déterminer à partir du graphe le pourcentage des glucides à la distance 150. Donc, je vais voir la distance 150 ici sur le graphe. Ici, on a 0. Ici, 50, 100. Donc, ici, 150, c'est celle-là. Donc, je vais prendre une projection verticale jusqu'à la courbe et puis je vais tracer un trait horizontal pour lire la valeur qui est ici. Donc, entre 20 et 40, on ajoute 10 et 30%. Alors, décrire les variations des glucides à partir de la distance 75. Donc, je cherche la distance 75. Ici, 0, 50. Donc, ici, entre 0 et 50 et 25, je vais ajouter 25 et soit donné 75. Je suis là. Donc, 50 plus 25 est égal à 75. De projection verticale. Donc, ici, le pourcentage, normalement, c'est 100. Mais au-delà de ça, on va voir qu'il y a une décroissance, voilà, la courbe vers le bas, donc il y a une diminution. Donc à partir de la distance 75 cm de la bouche, le pourcentage diminue progressivement. Alors expliquez ces variations. Donc on était là, il y a 100%, de la bouche à l'estomac, et pas de variation, mais à partir, c'est-à-dire de l'intestin grêle, c'est-à-dire le lieu de l'homme, on constate qu'il y a une diminution. Donc comment peut-on expliquer cela? Bien sûr, que s'est-il passé? Oui. Alors, de la bouche 75, le pourcentage est 100%, mais au-delà de cette distance, c'est-à-dire au début de l'intestin grêle, partie C, c'est celle-là, nous sommes là, on constate la diminution des glucides. On explique cela par le passage des glucides qui étaient à l'intérieur de l'intestin grêle vont passer dans la circulation sanguine. La circulation lymphatique, bien sûr, vers le vaisseau sanguin par le phénomène de l'absorption. Donc, c'est passé une absorption au niveau de l'intestin grêle. Alors, le document représente les variations de CO2 et d'O2 dans deux vaisseaux sanguins A et B. Voilà le vaisseau sanguin A, vaisseau sanguin B. Lisez toujours ce qu'il y a à l'intérieur. On a ici le O2 200 ml par litre. Ici, on a CO2 490, ici 150, ici 530. Et on vous demande de comparer la concentration de l'O2 dans les deux vaisseaux sanguins A et B. Donc pour la comparaison, c'est simple. Ici dans le vaisseau A, le O2 il est bien sûr il est inférieur, il est supérieur. Ici le CO2 il est 480, il est inférieur, il est supérieur. Donc c'est question de comparaison, c'est pas grand chose. Alors comparer le CO2 aussi, c'est pas grand chose, plus grande, plus petite. Et la question suivante. On vous demande de colorier sur le document en rouge le vaisseau sanguin qui transporte le sang riche en O2 et en bleu le vaisseau sanguin qui transporte le sang riche en CO2. Bien sûr, le sang qui est riche en O2 il est là et le sang qui est riche en CO2 il est là. Voilà la couleur. On vous demande de représenter par des flèches le sens de l'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Bien sûr, on sait que l'organe, par exemple, un muscle a besoin de l'oxygène, donc la circulation doit être de la manière suivante, de ce vaisseau sanguin vers le muscle et du muscle vers... Donc ça, c'est l'artère et ça, c'est la veine. Alors, le sang transporte les nutriments au muscle et en plus l'O2, il se produit une réaction chimique déterminant le nom et l'importance de cette réaction. Donc, le nom de la réaction, c'est l'oxydation des nutriments. Son importance, bien sûr, c'est la production d'énergie. Donc, la respiration cellulaire pour la production d'énergie et la libération du dioxyde de carbone. Donc ici vous avez un problème qui concerne la respiration, variation des globules rouges selon l'altitude. Donc on monte aux hautes montagnes, on ressent qu'on a les premiers jours les maux de tête,
et une difficulté de respirer. On constate ainsi une élévation de la fréquence cardiaque et des mouvements respiratoires. Et après d'une journée, après presque normalement d'une semaine, après moins d'une semaine, ces symptômes disparaissent et on reprend presque notre état normal. Le document suivant indique les résultats de quelques mesures qui ont été réalisées afin de comprendre les causes de ces symptômes. Donc vous avez ici la tissu zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer. Ici 2600, on a 3 plus, donc les plus c'est indiqué ici. La pression moléculaire très élevée, ici elle est moins élevée. Donc vous constatez que lorsqu'on monte, on constate qu'il y a la diminution de la pression de dioxygène. Ici la saturation de l'hémoglobine en oxygène, ici il y a ça et ça diminue. Bon, alors quelle est la relation entre l'hémoglobine et le dioxygène? Donc ça, il faut faire référence au cours que vous avez fait. Quelle relation est-il entre l'hémoglobine? Où se trouve l'hémoglobine et sa relation avec le dioxygène? Donc, comme vous le savez, le dioxygène, normalement, l'hémoglobine, c'est une substance qui donne la coloration au globule rouge et ainsi il transporte les gaz respiratoires. Alors, l'hémoglobine intervient dans le transport d'une proportion importante d'oxygène vers tous les organes du corps et cela sous forme de l'oxyhémoglobine, HbO2. Voilà la réaction. Deuxième question, analyse document 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On vient de le dire tout à l'heure. Le document montre qu'à chaque fois qu'il y a élévation de l'altitude par rapport au niveau de la mer, il y a une diminution de la pression moléculaire de dioxygène. Et le pourcentage de la saturation de l'hémoglobine aussi, il diminue. Donc, d'après cette analyse, expliquez comment les symptômes sont apparus pendant la montée. Donc, puisqu'il y a une diminution de l'hémoglobine, il y a diminution de l'oxygène et diminution de l'hémoglobine. Donc l'élément qui va transporter n'est pas suffisant pour transporter l'oxygène. Et voilà le problème qui se produit. Alors l'apparition des symptômes pendant et après la montée à la montagne due à l'insuffisance, la quantité d'oxygène qui résulte de la diminution de la pression moléculaire de ce gaz et la saturation de l'hémoglobine en O2. Alors que se passe-t-il pendant une semaine ou bien presque une semaine? Donc le document 1 représente les résultats de l'analyse du sang chez un ensemble de personnes normales après leur séjour, quelques jours, dans une région caractérisée par des altitudes différentes. Alors expliquez comment le corps s'adapte avec l'altitude. Donc comme vous le voyez ici dans ce tableau-là, ici, vous avez le nombre de globules rouges, 4,5 millions par millimètre cube. À 1800, voilà, 4000 presque, il n'y a pas de changement. Mais ici, on constate qu'il y a de 6 à 8,2 au sommet, 4300. Donc, la quantité de l'hémoglobine ici, 100, 110, 144. Donc, l'augmentation est en parallèle, l'augmentation de l'hémoglobine est en parallèle avec l'augmentation des globules rouges. Bien sûr, qu'on a dit tout à l'heure, l'hémoglobine, c'est une substance qui se trouve sur les globules rouges, qui est responsable du transport des gaz respiratoires. Donc le corps s'adapte avec cette insuffisance en oxygène en augmentant, c'est très intéressant, le nombre de globules rouges et par la suite la quantité en hémoglobine. Donc passons maintenant aux activités cardiaques. Précisées sur ce document et dans ce tableau-là, les différentes étapes, j'ai souligné ça, du cycle cardiaque. Quelle étape ici? Et indiquer le sens de la circulation du sang à l'aide des flèches de couleurs différentes, rouge et bleu. Alors ici la première, donc comment peut-on savoir quelle est l'étape, comment il s'appelle? Il faut voir l'aspect du cœur général, l'aspect des oreillers, des ventricules et ainsi aussi l'aspect des valvules qui se trouvent, les valvules sigmoïdes, c'est-à-dire les valvules qui se trouvent au niveau des artères et les valvules auriculo-ventriculaires. Donc ici vous avez le cœur, si vous le comparez avec les trois autres, il est totalement relâché, donc c'est quoi? C'est la diastole générale. Ici vous avez les valvules auriculo-ventriculaires qui sont ouvertes. Donc, qui veut les avoir ouverts, c'est la pression du sang qui se trouve dans les oreillettes qui a pressé pour passer dans les ventricules. Donc, on a la systole auriculaire. Ici, vous avez, regardez les valvules auriculo-ventriculaires, plutôt les valvules auriculo-ventriculaires qui sont fermées. Les valvules sigmoïdes sont ouvertes, presque, mais ici, totalement. Donc, ici, c'est le début de systole ventriculaire et ça, c'est la fin du systole ventriculaire. Question suivante, voilà le sens. Donc, il revient ici par les veines pulmonaires, ici par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Question suivante, déterminer puis expliquer les deux sons émis lors d'un cycle cardiaque dans la case convenable. Ici vous avez, lorsqu'il se produit
la fermeture ou bien l'ouverture, surtout la fermeture des valvules, que ce soit sigmoïde ou bien auriculo-ventriculaire, on entend un son. Donc le premier son, c'est tac, son, c'est un son qui est court et aigu, dû à la fermeture des valvules sigmoïdes, c'est-à-dire voilà les valvules sigmoïdes. Alors le deuxième, ici, c'est un son qui est lent et sourd et aigu, dû à quoi? À la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Lorsque les valvules auriculo-ventriculaires se ferment, on entend ce son qui toum, sous forme de toum, donc tac, toum, tac, toum. Alors la durée, ici c'est 0,4, c'est la diastole, et puis l'auriculaire c'est 0,1, l'autre c'est 0,3. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen. Merci de votre attention. À la prochaine fois, je vais vous laisser comme d'habitude avec Steve Jobs qui a dit cette citation que la seule façon de faire un bon travail est d'aimer ce que l'on fait. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.